Bien, bonjour à tous et à toutes. Donc, on rentre en plein débat sur les régulations. Donc, on a vu ce matin et même hier que peut-être l'Europe était bien les niveaux pertinents, mais sur certaines questions qu'il fallait même aller au-delà de l'Europe. Donc, ce matin, j'ai le plaisir d'appeler et de remercier pour l'invitation acceptée Anna Bioskaya, excusez-moi d'écorcher peut-être votre nom, de l'OCDE et des commissions consultatives syndicales auprès de l'OCDE. Marie-Lise Léon, qui n'a pas besoin de grandes présentations, mais je la présente quand même, notre secrétaire général adjointe à la CFDT, et Laurent Mailleux, qui n'a pas beaucoup besoin de présentation non plus auprès de cette assemblée, notre secrétaire général. Bien, donc d'abord, je voudrais avoir la voix du syndicalisme international. On a vu qu'il y a quand même des questions qui interpellent les syndicats. Ils nous interpellent ces questions et aussi comme rôle actif ou rôle responsable auprès des entreprises, peut-être auprès des multinationales, mais auprès aussi des instances dirigeantes et des décideurs publics. Première question à Anna, que peut-être va présenter aussi ce qu'elle fait, ce que c'est l'OCDE, peut-être rappeler un petit peu ce que c'est l'OCDE, qu'est-ce qu'il est devenu depuis quelques années, et comment les syndicats, première question donc, travaillent les syndicats au niveau international, les questions qui se posent pour le syndicalisme vis-à-vis du futur du travail, de toutes les transformations, qui ne sont pas nouvelles, bien évidemment, mais peut-être un peu plus challengeantes et peut-être plus rapides que celles auxquelles on a assisté depuis que le syndicalisme existe. Merci Franca et merci pour l'invitation. Je m'excuse, à la base, je ne suis pas française, donc je ne peux pas vous ressortir des exemples ou des répliques littéraires du tout. Mais je vais essayer de me faire comprendre. Donc, le TUAC, le comité syndical auprès de l'OCDE, nous sommes la voix des syndicats de tous les pays de l'OCDE. Donc, ça veut dire 37 pays. En plus, on a des membres du Brésil, d'Inde, d'Afrique du Sud, etc. Au sein de l'OCDE. L'OCDE, comme vous savez peut-être, c'est à la muette. Donc, je suis contente d'être ici dans l'11e que là-bas. L'OCDE, c'est une organisation très large, je veux dire, par rapport au focus, par rapport aux priorités politiques qui sont abordées au sein de l'OCDE. Je sais que vous avez parlé hier de l'Union européenne. Et là, je crois qu'il y a quand même une différence, comme l'Union européenne peut vraiment décider de mettre en action des réglementations concrètes, tandis que l'OCDE peut développer des standards, peut proposer des recommandations à des pratiques aux leurs États membres, mais ce n'est pas législatif. Donc ça, c'est une grande différence. Après, l'Union européenne et l'OCDE, ainsi que des autres organisations internationales, travaillent ensemble en ce moment et plus en plus. Donc ça, c'est important à savoir aussi que dans le champ international, en particulier sur des questions sur l'intelligence artificielle et l'avenir du travail, il y a un rapprochement. Il y a beaucoup de la collaboration, donc on voit moins en moins de différences entre les différentes organisations et c'est pourquoi à l'échelle internationale des syndicats, on essaie vraiment de collaborer aussi entre nous. Donc, ça veut dire que moi, je suis aussi conseillère auprès de la CSI, donc Confédération internationale des syndicats. On travaille aussi avec des syndicats de branches globales et aussi avec la CES. Je crois que Thibault était là hier pour vous présenter leurs priorités. Donc, du coup, ce qu'on essaie à faire, c'est aussi d'avoir une voix syndicale unifiée à l'échelle internationale.
À l'OCDE, ils ont plein de projets sur ces sujets-là. Ils ont un grand projet sur la transformation numérique, sur l'économie numérique, mais aussi une grande initiative sur l'avenir du travail. C'est ce qu'on essaie à faire comme le TUAC, c'est d'avoir des recommandations, une perspective plus élargie qu'eux. Donc, ça veut dire qu'on va dehors de la formation et de la protection sociale, parce que ça, ce sont quand même des recommandations clés qui ressortent de l'OCDE, donc de plus d'investissement dans la formation, une révision de la protection sociale. C'est ce qu'on essaie de faire, c'est justement de parler des réglementations, de parler de l'arbitrage, je crois que c'est en français, c'est l'arbitrage réglementaire des entreprises, en particulier dans le numérique. On essaie aussi de faire ressortir dans leurs recommandations l'avantage d'avoir un dialogue social et une négociation collective forte. Et ça, je crois que vous avez déjà parlé beaucoup des différentes choses qu'on puisse faire. Donc, l'ajustement des salaires, des changements du temps du travail, des nouveaux paramètres et standards qu'on a besoin concernant des données des travailleurs, la surveillance augmentée à cause des processus automatisés au sein d'entreprises, etc. Aussi des standards éthiques et d'autres éléments. Donc, je m'arrête là, mais je veux juste dire que tous ces sujets que j'avais mentionnés, ils ne sont pas complètement reprises par des organisations internationales, sauf si on dit, et sauf si on trouve aussi des exemples au sein des États membres de l'OCDE ou de l'Union européenne où quelque chose comme ça est déjà en développement avec des syndicats. Donc, il y a des pays où des syndicats sont plus actifs, déjà plus avancés dans leur pensée et ont déjà des accords avec des entreprises, des accords nationaux sur quelques-uns de ces sujets. Oui, donc si je comprends bien, première chose, au niveau international aujourd'hui, il n'existe pas le pouvoir de légiférer, je dirais de la hard law, mais plutôt celle des recommandations, des préconisations, ou celle de partage des bonnes pratiques, si j'ai bien compris. Donc, voilà, pour nous, ça nous interpelle quand même, parce qu'il y a quand même des questions, on l'a vu même ce matin, sur la protection, par exemple, des données personnelles dans le monde du travail. S'il n'y a pas de limites à l'utilisation, s'il y a un règlement uniquement européen, on sait bien que nos données circulent dans les web. Et les web, c'est le world, c'est le monde. Voilà, donc les régulations, ce serait peut-être nécessaire. Donc ça, c'est une première question. Tu as dit aussi, Anna, que ce serait intéressant, grosso modo, c'est bien quand on a des pays qui peuvent faire l'exemple que la négociation elle est pertinente, que la négociation réussit sur certains sujets qui sont celles des transformations du travail, et que donc ces exemples peuvent être transférés, même étendus sur un périmètre plus large au niveau international. Est-ce que tu as des exemples des négociations, par exemple, syndicales qui ont lieu dans certains pays, que ce soit en Europe ou même ailleurs, qui peuvent servir aussi pour les autres pays et donc les entreprises, peut-être au niveau même des multinationales, peut-être. Donc ça dépend sur quel sujet. Parce que les transformations numériques, donc tout ce qui pose question au niveau, par exemple, le travail sur les plateformes, mais aussi tout ce qui pose les questions des conditions de travail. Tu as dit les niveaux de surveillance, par exemple, ou les traitements des données, la question de l'introduction des nouvelles technologies intelligentes et le travail avec l'humain. Est-ce qu'il y a des choses qui sont déjà
un cours dans les négociations, dans les réflexions, dans les pays que tu peux quand même analyser et observer. Les 37 pays dans le monde, c'est quand même une vision assez large. Non, mais juste pour commencer à dire qu'il n'y a pas que des recommandations qui sont issues de l'OCDE. Par exemple, je suis membre d'un groupe expert sur l'intelligence artificielle au sein de l'OCDE. Donc, c'est un processus parallèle avec l'Union européenne. Ce ne sont pas des mêmes principes sur lesquels on travaille. Donc, il y aura des principes et des standards de l'OCDE à la fin de ce processus et ceux de l'Union européenne. Donc là, c'est moi et un autre membre syndical qui sont là, par exemple. Et là, ces standards-là vont être vraiment importants parce qu'ils sont des premiers standards publics qui sont plus larges que l'Union européenne, vu que l'OCDE est plus large. Donc, il y a par exemple ça sur lequel on travaille en ce moment. Et là, par exemple, sur l'intelligence artificielle, et je suis sûre que vous avez déjà parlé de ça, l'intelligence artificielle, ce n'est pas quelque chose homogène, déjà. Donc, si on parle des exemples, des accords sur ça, il y a bien évidemment des accords sur des données. Là, malheureusement, ça peut être un peu décevant, mais c'est ce que j'utilise, c'est votre accord avec Orange Telecom au sein de l'OCDE, parce que c'était le premier accord qui venait un peu dans cette direction, je veux dire. Je sais que c'est pas peut-être, selon vous, c'est pas peut-être si complet, mais en comparaison avec des autres accords qui ont été faits après, c'est quand même une bonne base pour une comparaison. Donc, il y a ça. Après, pour l'introduction des technologies et des systèmes humains, machines, avec ou sans intelligence artificielle, mais aussi avec des objets connectés, avec des robots, avec des différentes technologies. Il y a quelques accords au sein des entreprises dans des pays scandinaves, notamment en Allemagne. Vous avez, quelqu'un a déjà parlé des IG Metall, par exemple. Donc, eux, ils sont très forts. Pour vous donner un exemple, comment on essaie d'influencer l'OCDE, on a en ce moment, en parallèle, il y a une conférence sur des plateformes. Et là, j'ai invité un représentant de l'IG Metall, justement, pour présenter ce qu'ils font activement, pour montrer justement aux gouvernements qui sont présents là aujourd'hui, pour montrer une approche plus active. Après, il y a des accords au niveau national. Ça devient un peu difficile et on a fait une analyse qui a montré que tous ces processus sur le numérique, et vous connaissez bien en France, c'est un peu pareil, tous les processus sur l'avenir du travail qui existent au niveau national, des syndicats sont, dans la majorité des cas, impliqués, soit comme membre de commission, soit d'une manière consultative. Mais quand on regarde des processus sur le numérique, sur la transformation industrielle, sur la transformation des autres secteurs, là, des syndicats sont dans la majorité exclus. Ils ne sont pas vraiment invités à être présents sur ces commissions quand même importantes, qui aussi aboutit à des décisions, à des investissements profonds. Là, des syndicats ne sont pas trop représentés, sauf, encore une fois, dans des pays scandinaves, en Allemagne, en Autriche. Maintenant, en Autriche, ça devient un peu plus difficile, malheureusement, mais avant, c'était un bon cas, un bon exemple. Donc là, c'est plus difficile. Là, pour la formation, c'est encore différent. Là, dans la plupart des pays de l'OCDE, des syndicats sont très actifs, sont impliqués au niveau national. Il y a de nouveaux accords sur le niveau de branche, avec des entreprises sur l'investissement ou sur le design, le développement
conception des nouveaux cours, etc. Donc, ça dépend vraiment de quel sujet vous parlez et sur quel niveau, je veux dire. Mais on a publié récemment une étude avec le Conseil européen économique et social, où on a fait justement une comparaison des différentes activités syndicales et leurs implications justement au niveau national, des branches, etc. Ça date l'analyse même date un peu, mais des données vont de l'année précédente. Donc il y a quand même des développements qui sont un peu plus positifs tout au long de cette année. Bien. Eh bien, donc, pas très simple, mais les syndicats peuvent être impliqués. Parfois, il y a des bonnes pratiques ou des best practices, comme on les appelle, qui sont en général, tu disais, sur les choses qui comptent un peu, sur les stratégies des entreprises et les transformations sectorielles. Les syndicats sont peu impliqués. Sauf dans quelques pays où la pratique, je dirais, de la négociation ou de l'implication des représentants des travailleurs est bien enracinée dans la culture et dans l'histoire du pays. Ça peut être en Allemagne, mais aussi pays nordiques. Après, il y a dans la salle des représentants d'Orange, donc je leur laisserai dire sur l'accord numérique qui devient donc un exemple mondial, l'accord d'Orange, peut-être... tout le monde n'est pas conscient de ça, et donc même si ce n'est pas parfait, certainement du point de vue interne, je vois Vincent, peut-être Gimeno, qui a contribué à négocier aussi cet accord. Il y a peut-être, c'est quand même un exemple qui donne quelques bases de négociations sur des sujets qui sont les sujets un peu d'actualité qui nous importent. Je passe à Marie-Lise, donc nous avons entendu Marie-Lise, la voix du syndicalisme international. Je ne poserai pas pour l'instant la question du devenir du syndicalisme, que ce soit mondial, européen ou en France, mais il y a quand même une interpellation de dire ces choses-là, c'est hier soir et hier, tout au long de la journée, même ce matin, c'est des choses qu'il ne faut pas laisser s'autogérer et que donc il y a des responsabilités des acteurs pour faire en sorte que ces transformations profitent aux salariés, aux travailleurs, aux citoyens. Et donc, la CFDT en tant qu'acteur, est-ce qu'elle considère qu'il faut agir d'une manière en tant qu'acteur, donc responsable, sur ces questions et quel constat elle en fait? Il y a eu notre congrès récemment, il y a eu des choses peut-être pas dites d'une manière... spécifique sur l'intelligence artificielle, mais on a parlé quand même des choses comme la taxe sur les robots ou la transformation numérique en général. Donc, à toi la parole, Marie-Lise. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Si je peux en quelques mots essayer de reprendre les orientations de la maison CFDT face à cette évolution, c'est, je pense, d'une part un peu difficile de faire de distinguer les principes ou en tout cas les enjeux liés à l'intelligence artificielle de l'ensemble de la transformation et de la mutation liée au numérique. Dans la matière, je pense que, y compris à la Confédération, comme beaucoup d'acteurs, on n'a pas mesuré la rapidité avec laquelle cette mutation se développait. Et du coup, on avait évoqué un certain nombre d'éléments de cette nature, d'éléments liés à la révolution numérique notamment, et l'intelligence artificielle au gré de nos congrès et de nos textes d'orientation. Et on a décidé et on a choisi d'en faire un des éléments, un des trois piliers et l'une des trois mutations majeures auxquelles on est confronté, je dirais, en tant que citoyen, en tant que travailleur et en tant que syndicaliste. Et c'est la transformation numérique et les questions et les enjeux d'intelligence artificielle qui interrogent notre syndicalisme à la fois dans l'entreprise ou les administrations
mais aussi en tant que citoyen. Vous en avez eu des illustrations diverses et variées depuis hier. Je ne peux pas ne pas faire le lien, parce que ces trois grandes mutations, elles sont totalement aussi interconnectées. Donc c'est la question de la révolution numérique, c'est la nécessité de la transition écologique, qui peut trouver d'ailleurs des leviers et des transformations positives via la révolution et les outils du numérique. Donc et puis le troisième enjeu qui nous interroge en tant que syndicalistes aussi, qui sommes préoccupés et qui revendiquons d'être partie prenante des questions sociétales, c'est l'allongement de la durée de la vie, qui pose aussi un certain nombre d'enjeux dans le travail et dans lesquels les enjeux d'intelligence artificielle et de transformation numérique au sens plus large sont aussi, peuvent être des sources de progrès. Alors une fois qu'on a dit ça, on se dit au moins qu'on en a débattu, qu'on a posé un cadre d'analyse qui a été partagé. Les orientations que l'on a prises, elles vont globalement dans un sens que l'on a adopté, et qui fait écho avec des éléments de positionnement qu'on avait pu avoir dans les années 70, quand la CFDT avait travaillé sur les dégâts du progrès. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont ce magnifique... C'était en fait un ouvrage, je fais une toute petite parenthèse, un ouvrage d'un travail lié à la transformation des outils de production dans les années 70, avec l'arrivée de l'automatisation et déjà de l'informatique, comment ça interrogeait le syndicalisme. Et il y avait donc un ensemble de témoignages de fédérations qui expliquaient comment leur métier, leur activité, les entreprises étaient modifiées et comment l'action syndicale. Et déjà à ce moment-là, et c'est le fil que l'on a tiré depuis tout ce temps, c'est de se dire que ce n'est pas une fatalité. C'est pas une fatalité et que de toute façon, c'est une mutation qui est à l'œuvre et qui, comme tu disais, s'impose dans beaucoup de cas de figure. On voit que dans le cadre du numérique et les plateformes, il y a une stratégie assumée de fait accompli, d'installation sur des marchés, et qu'aujourd'hui, on gère les conséquences. Donc on a à la fois un parti pris de se dire que ce n'est pas une fatalité, comme on aime le dire dans la maison, il faut être ni naïf ni ringard, et de regarder quels sont en tout cas les impacts sur le travail concrètement, et ce qui nécessite, je pense, une très grande lucidité et une très grande transparence dans l'ampleur de ce que ça a comme impact sur le travail, sur la société, et que si on veut travailler sur... C'est pas forcément une question d'accompagnement de la mutation, mais c'est indéniablement un accompagnement des travailleurs qui sont concernés et qui sont impactés, de voir comment on peut avoir un maximum de sécurisation de l'ensemble des parcours et de la façon dont ils peuvent être impactés. Donc là, je suis beaucoup sur le travail. Tu as d'autres questions et tu as beaucoup d'autres questions. Mais concentrons-nous sur le travail parce que bon, c'est le rôle un petit peu où, même si les choses vont bien au-delà, les impacts au-delà de l'entreprise ou des lieux du travail, hein, bien évidemment, ce matin, on a discuté avec des juristes, la CNIL, donc sur tous les enjeux, mais les travailleurs, nous sommes aussi des citoyens, mais d'abord peut-être sur la partie façonner le travail de demain, façonner aussi la société dans laquelle nous voulons vivre. Hein. Hier, avec la Commission européenne, on a vu aussi cette question assez importante. Ben, la technologie, est-ce qu'elle est à notre service ou est-ce que nous sommes là en train de suivre une technologie dont on ne sait pas où elle irait. Alors, Marie-Lise Messama, tu as dit trois choses importantes hein, pour la CFDT. Donc,
la question que la mutation, la transformation, même révolution, hein, tu as utilisé le terme révolution, numérique, elle est liée à d'autres évolutions profondes qui sont parallèles, donc celle écologique et celle démographique, hein, donc qui posent beaucoup de questions sur le travail, justement. Et l'autre chose, c'est donc pas de fatalisme, donc un rôle assumé, actif, responsable des syndicats qui ne peuvent pas se permettre de regarder les trains passer. Ces projets, ces progrès technologiques, hein, parce que l'IA peut être, et déjà pour certains aspects, un vrai progrès, de vraies opportunités. Est-ce qu'il va de pair pour la CEDT avec les progrès sociaux? Alors tu faisais référence à l'étude des années 70 des dégâts du progrès, donc dégâts. Aujourd'hui, comment nous pouvons dire que ces choses-là, il faut qu'elles aillent un peu ensemble, les progrès technologiques et les progrès sociaux? Est-ce qu'il y a des risques? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles il faut être particulièrement vigilant par rapport à ce que ces progrès ne produisent pas, comme on dit, des perdants? On n'en veut pas des perdants. Et pour ne pas avoir des perdants, comment il faut qu'on agisse? Alors, est-ce que on ne veut pas de perdants, mais je ne suis pas sûre qu'on ne puisse pas dire qu'il n'y en aura pas. Je pense qu'il faut être au moins aussi clair sur cette hypothèse, et ça veut dire que ça questionne et ça responsabilise d'autant plus chacun d'entre nous et d'autant plus le syndicalisme. Après, je ne rentre pas dans le débat, est-ce qu'il y aura plus de perdants que de gagnants? Ça fait partie des inconnus. Et quand on parle de transformation numérique ou d'intelligence artificielle, je pense qu'il faut qu'on porte, nous, et c'est sans naïveté, hein, mais il y a des... Comment dire, il y a des évolutions qui permettent des transformations du travail par ces technologies qui peuvent apporter des améliorations aussi sur les conditions de travail, qui peuvent répondre à des besoins sociétaux et qu'il faut penser cette articulation entre l'homme, la machine ou le robot, et que se dire on ne veut pas de perdants, ça voudrait dire on ne veut pas de cette évolution. Donc il faut, je pense, être... et l'une des difficultés que l'on a, et ce que l'on défend, c'est l'intelligence artificielle inclusive et responsable. Ça nécessite, et je pense que c'est la principale difficulté, c'est de l'anticipation, et que le mouvement à l'œuvre est d'une rapidité assez inégalée, ou en tout cas, elle est d'une rapidité qui va bien plus rapidement que ce que l'on a jusqu'à maintenant eu l'habitude de faire. Et moi, je suis persuadée que y a pas, c'est à nous de faire d'un progrès technologique un progrès social, avec les propositions qu'on est susceptible de porter. Je pense qu'on a un enjeu d'expression, on a un enjeu démocratique extrêmement fort sur cette évolution technologique, parce que s'il y a des gagnants et des perdants, c'est comment on construit un nouveau modèle social qui fasse qu'on ne laisse personne au bord de la route. Et puis, la question de l'évolution technologique, je pense qu'elle ne va pas, si on veut en faire une source de progrès social, elle ne va pas sans l'innovation sociale. Et donc d'être, nous, en capacité de porter la reconnaissance des compétences. On est aujourd'hui dans un pays, alors je suis très franco-centrée, on a un défi énorme sur la question des compétences, la reconnaissance des compétences, et de passer enfin d'une culture de la compétence, d'une culture du diplôme à la compétence.
et de se dire, c'est pas parce que j'ai pas tel diplôme, je ne suis pas en capacité d'évoluer ou de faire d'autres choses. Ça, c'est des choses qui sont extrêmement compliquées. Ça veut dire que le rôle du manager va être aussi différent demain. Donc, l'une des meilleures, quand le temps manque, c'est d'être le plus efficace possible sur le partage d'infos, l'anticipation, et c'est loin, d'après ce que nous on peut observer, c'est loin d'être un sujet qui est spontanément mis sur la table par les entreprises, qui rencontrent des grandes mutations et qui ont tendance à un peu s'adresser aux syndicalistes pour gérer les conséquences, et pas sur l'analyse de c'est quoi la transformation et en quoi ça modifie les compétences, l'emploi, et en quoi ça modifie le travail. Donc je pense qu'on est un peu à un moment où ce que l'on dit, on peut se faire plaisir en se disant, on le dit depuis très longtemps, on ne peut plus traiter par silo ce qui est de l'ordre du dialogue social, du dialogue économique, du travail dans l'entreprise. Il faut véritablement que ça soit un objet abordé de façon très très globale. Voilà. Je ne sais pas si... Oui, je pense qu'il y aura des questions par rapport à toutes ces réflexions, Marie-Lise et Anna. Mais avant de passer la parole à la salle, je me tourne quand même à côté cadre. Donc la CFDT cadre, nous organisons ces comités avec des objectifs modestes qui est... le principal était celui d'éclairer un petit peu les débats, donc d'inviter un peu toutes les parties prenantes, dans la mesure du possible. On a essayé quand même d'avoir les représentants, les points de vue différents sur ces nombreuses questions et les enjeux que ça pose. Donc Laurent, tu viens un petit peu en conclusion aussi d'un débat que je pense était riche. Et comment tu vois, toi, le rôle de la CFDT cadre, Marie-Lise, un petit peu cité, commencer sur parler des management. Comment tu vois le rôle en particulier de la CFDT cadre sur ces transformations, et peut-être rappeler aussi notre histoire et les transformations à la CFDT cadre. Oui, comme je l'ai indiqué hier matin, dans ma petite intervention liminaire, il y a 40 ans d'histoire de la CFDT cadre ou de l'Union confédérale des cadres sur les questions du numérique et de l'appropriation du numérique pour regarder comment bien ça transforme le travail. Et au fil des années, on a été capable, par le travail qui a été fait entre la CFDT cadre et les organisations, de travailler à syndiquer en fait, ces questions technologiques, à les faire rentrer dans l'espace du dialogue social, dans l'espace de l'action syndicale. On a été capable de syndiquer le télétravail, de syndiquer le droit à la déconnexion. Enfin, c'est des choses qui sont aujourd'hui dans notre ADN, on va dire. Ça fait partie des choses que d'en parler et de s'en saisir. Et notre souhait par rapport autour des questions d'intelligence artificielle, c'est de faire le même travail de syndication, si on peut utiliser ce mot-là, c'est-à-dire de rentrer dans le champ normal du travail syndical, parce qu'on est convaincu que c'est au cœur de la transformation numérique. Il y a une transformation numérique qui se transforme aussi, donc il faut qu'on soit vraiment, qu'on comprenne comment ça se passe dans le moteur de cette transformation-là. Notre histoire, c'est aussi un travail de vulgarisation. C'est un mot qui a été utilisé il y a une semaine dans cette même salle. Il y avait un colloque CFDT sur les questions de recherche. Et on s'est dit, bon, la CFDT, est-ce qu'elle a un rôle dans la vulgarisation ? C'est bien évident que depuis 40 ans, on travaille un peu cette vulgarisation pour cette appropriation commune de la compréhension des changements, mais aussi de ce qui sont les soubassements de ces changements. Et on ne se contente pas de faire de la vulgarisation. On va même aujourd'hui, la nouvelle étape, c'est de l'appropriation à travers des outils de formation. On a un chantier de formation autour de travail et transformation numérique. Donc c'est je pense, la suite logique du travail de vulgarisation. Mais par rapport à l'IA, on est plutôt aujourd'hui dans une séquence à la fois de travail de veille, mais aussi de travail de vigilance syndicale.
qu'on souhaiterait à la fois structurer. On a quand même bossé avec vous pour structurer une journée complète, une journée et demie de travail, mais aussi un travail, une vigilance structurée et ouverte, parce que si on se regarde que le nombril, on ne voit pas passer les trains à l'extérieur. Donc, on a aussi, vous l'avez constaté, ça fait partie de notre culture, et je rebondis un peu sur ce que Franca a dit tout à l'heure avec Anna, et puis c'était l'expression de Laurent Prudon hier soir, notre dernier intervenant. Nous aussi, en tant qu'acteur syndical, on est dans la logique de l'apprentissage par l'exemple, et pas forcément, finalement, de la pensée qui tombe d'en haut et qui serait parfaite pour tous. Donc, sur ces questions-là d'intelligence artificielle, on le voit bien avec l'ensemble de vos questions, mais aussi de vos terrains qui sont tous différents. On est meilleur, je pense, dans ce travail d'apprentissage, par exemple, sans doute que sur ces questions d'intelligence artificielle. Là aussi, il va falloir qu'on structure un peu le travail si on considère que ça en veut, enfin, le jeu en vaut la chandelle. C'est-à-dire qu'il doit y avoir un travail, je pense, d'interaction entre ce que l'on peut faire au niveau de la CFDT cadre et puis ce qui va demain être dans le plan de travail confédéral, parce que je parle juste après Marlise, en faisant le constat que en 2017, c'est ce que je vous disais hier, il n'y avait pas une ligne dans notre résolution générale sur l'intelligence artificielle. Donc, à la fois, c'est intéressant que notre organisation soit réactive, mais aussi il y a la vigilance sur les effets de mode, etc. Donc il y a un vrai chantier pour nous, pour que, eh bien, on soit capable demain d'apporter également notre pierre à l'outillage syndical, pour que dans les pratiques syndicales des sections avec les adhérents, mais aussi dans les pratiques de l'organisation au sens large, je ne cite personne, avec les adhérents, on ait des outils qui nous permettent d'être dans ce dialogue, qui va nous permettre de comprendre ce qui se passe, avant peut-être de passer à l'action et au dialogue social sur ces questions-là. Donc c'est immense, mais c'est passionnant. Bien, il y a syndical, donc on va faire peut-être une bande dessinée avec l'IA et la CFDT. Et les managers, les cadres l'auront, parce que bon, nous sommes aussi à la CFDT cadre, donc les questions un peu sensibles qui seraient à surveiller. Dans les débats d'hier, on a vu un certain nombre de choses sur les contrôles, la surveillance, les traitements des algorithmes, la complémentarité entre le travail humain et la machine, donc les évolutions des tâches, d'activités, pas tellement la disparition, pas partout des emplois, mais certainement une évolution importante des emplois et des activités qui les composent. À ton avis, les points sensibles pour les cadres, là, nous avons quand même des cadres militants, adhérents qui sont impliqués, nous l'avons vu dans les administrations, dans les entreprises privées. Quels seraient les messages et quels seraient un petit peu les points de vigilance? Tu as dit une vigilance active, ouverte et structurée pour nos cadres. Oui, c'est pas simple, parce que le débat et la journée d'hier et d'aujourd'hui, ça fertilise beaucoup, ça fermente, pour ceux qui sont intéressés par les questions de fermentation et de bière, mais ce n'est pas encore l'heure. Non, simplement, je pense que sur ces questions-là, il ne faut pas qu'on perde de la main sur notre propre responsabilité. Alors, on l'a bien vu, Bertrand Brochwig l'a dit, mais d'autres aussi, on l'a bien vu. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle n'est pas en mesure de prendre la main sur toutes nos responsabilités. Voilà. Mais c'est un bon moment aussi pour se reposer des questions entre qu'est-ce qui est possible par la technique et ce qui est permis par la loi. Donc il y a ces deux facettes. Ça veut dire que je suis convaincu qu'autour de cela, le dialogue professionnel, il a toute son utilité pour se poser. Où est-ce qu'on peut poser les questions entre le permis et le possible? Est-ce que demain, il faut que, par rapport à l'intelligence artificielle, on réfléchisse aussi sur quoi le cadre, qu'il soit expert ou manager, a la possibilité d'exercer un droit d'alerte professionnel. En fait, c'est ce que disait Thiébaut, je crois, hier. Finalement, bon, c'est une nouvelle chose, mais qui vient interpeller des vieux sujets. C'est-à-dire que je parle d'alerte professionnelle, je parle de responsabilité, je parle du dialogue professionnel, ce n'est pas des sujets qui viennent de naître. Par contre, je pense que de plus en plus,
on ne pourra pas faire l'impasse sur le dialogue entre, on va dire, pour faire au très vraiment trivial, les scientifiques ou les experts et les sociologues et les managers. C'est-à-dire que si on veut créer de l'innovation sociale et pas subir simplement l'évolution technologique, il faut qu'il y ait du dialogue. Alors j'étais à la fois amusé par ce matin l'intervention de Jean-Emmanuel Ray entre ses étudiants de l'École des Mines et ceux de la Sorbonne. On voit bien qu'on est sur des univers... Mais la semaine dernière ici même, Antoine Petit, le président du CNRS, on faisait le constat qu'on a mis en gros, hein, c'est un peu caricatural, mais toute l'intelligence scientifique sur le plateau de Saclay et demain, toute l'intelligence sciences humaines et sociales à la porte d'Aubervilliers. Voilà, donc, alors avec les nouvelles technologies, c'est pas une barrière infranchissable, mais voilà, il y a des choses à se poser sur ces questions-là. Alors c'est peut-être un peu loin, c'est peut-être un petit peu loin des préoccupations quotidiennes des cadres, mais le rôle de la CFDT, c'est d'être une passerelle aussi dans ces dialogues hein, entre nous et le fait que quand on est dans une section qui est plutôt sur le champ de la production informatique, comment, avec qui elle va dialoguer pour ces questions des questions déontologiques. Hein, donc, j'ai été intéressé aussi par les questions parce que ça repose la question de la fiabilité, de la sécurité, de la confiance, les questions de certification hein, des produits qu'on met sur le marché qui sont basés sur l'intelligence artificielle, non pas celle qui est l'algorithme tout précis, mais ce qui est demain le résultat d'une multiplicité de boîtes noires qui dialoguent. Et ça fait écho entre la certification pure, etc., et puis finalement les questions qu'on peut débattre en matière de déontologie, où là on n'a pas la clé, mais c'est dans le dialogue qu'on va trouver une solution. Puis un deuxième aspect peut-être, au-delà de ces questions de responsabilité, c'est l'impact sur les compétences, et Marie-Lise en a parlé. J'ai bien aimé, en lisant le rapport Villani, les idées de complémentarité capacitante, hein, c'est du jargon, mais se dire qu'avec ces questions d'intelligence artificielle, ça peut nous amener à nous reposer la question comment on identifie encore plus ou encore mieux ce que le propre de l'homme dans le travail. Hein, quelles sont les compétences qui sont proprement humaines? Alors lui, il parle de dextérité, d'abstraction, de créativité, de résolution de problèmes, toutes choses qui ne sont pas les capacités avérées aujourd'hui des robots, même s'ils font beaucoup de progrès. Et puis peut-être un point d'attention, là aussi c'est reprendre avec des nouvelles lunettes des vieilles questions, les questions de charge de travail. À partir du moment où l'intelligence artificielle vient résoudre les problèmes simples, le technicien au travail, ça a été évoqué hier et aujourd'hui, où le cadre au travail doit se concentrer sur des questions plus complexes. Et donc ça interpelle sur est-ce qu'on ne peut faire que du complexe dans son temps de travail hein, quels sont à la fois les temps de respiration, les temps de création voilà, c'est une question. On a prévu un chantier sur la charge de travail. Ça tombe bien, on va pouvoir injecter des éléments et des enseignements de cette journée. Bien, donc les cadres, un rôle actif, constructeur des passerelles, des ponts, pour que les personnes qui agissent dans différents champs se parlent, et aussi peut-être devant des dilemmes demain professionnels, par exemple l'introduction des machines qui poseraient des problèmes sur le niveau des contrôles sur le travail, sur toutes les questions de déontologie, de respect de la vie privée des travailleurs. Peut-être les cadres aussi un rôle d'alerte et un rôle donc de responsable. Quelques priorités pour la CFDT cadre avant de reposer une question un peu générale à vous trois. Et laisser la parole à la salle. La priorité, c'est d'identifier les priorités, peut-être. Mais c'est aussi... C'est du Laurent Craché. Mais super. Non, mais c'est... on l'a déjà dit, et sans paraphraser Marie-Lise, c'est vraiment peut-être les questions de transformation inclusive hein, dans le travail, c'est-à-dire que se reposer en permanence la question de l'impact des transformations professionnelles ou technologiques hein, ou sociétales sur le travail lui-même. Il y a une deuxième exigence, c'est sans doute pour nous une exigence de formation. Alors pour nous qui sommes plutôt au milieu de la vie, voire
en ce qui me concerne, de la vie professionnelle, hein, voire dans le troisième temps d'une vie professionnelle, ben c'est un effort de formation tout au long de la vie. Alors là aussi, le cadre syndical est un cadre opportun, mais il faut que dans le monde du travail, les cadres aussi aient accès à des formations qui leur permettent de revenir peut-être aux fondamentaux, comme ça a été dit ce matin, finalement, comment on acquiert cette culture de la protection des données. Hein, voilà. Mais c'est le même chantier que comment on acquiert une culture de prévention des risques professionnels. Hein, acquérir une culture, c'est très certainement le fait d'une génération. Hein, et pour avoir travaillé pendant 4 voire 8 ans sur les questions de formation des ingénieurs, on voit bien que le système de production de la formation et d'évolution du système de production, il est très lent. On a parlé des habitudes. Quelqu'un me disait hier, une des chances de l'humain, c'est que l'humain peut balayer ses habitudes, alors qu'un robot, il ne peut pas changer d'habitude comme ça tout seul. Hein, il est programmé d'une certaine manière. Donc on a peut-être à accélérer, donc ça veut dire changer d'habitude, dans nos processus de transformation et d'intégration de ces cultures de formation. Et puis, je pense qu'il y a les questions de régulation des technologies. On a la chance d'avoir la CNIL, mais c'est peut-être sans doute demain un chantier plus large. On a les questions qui ont été évoquées, mais vraiment très très peu de mixité. Pour nous, en tout cas les CFDT cadres, regarder les questions de mixité sous l'angle la problématique IA. Est-ce qu'il y a un rapport? Ça nous semble assez pertinent. Et puis ça revient à ce que je disais auparavant, c'est comment dans les logiques de conception aujourd'hui des nouveaux outils qui sont demain sur le marché, eh bien, les questions d'éthique sont intégrées dès le démarrage et pas simplement a posteriori pour en gérer au mieux les conséquences. Voilà, quelques priorités. À partir de là, on pourra aider et outiller les acteurs du dialogue social à tous les niveaux. Mais peut-être avec une ambition, c'est qu'il faut aller assez rapidement pour ne pas être, en ce qui concerne la CFDT et la CFDT cadre, et donc la France, en retard dans les débats publics. Hein, il y a quand même quelque chose qui se prépare au niveau européen sur une directive sur l'éthique dans l'intelligence artificielle. Est-ce qu'on est capable de produire au niveau français une vision, hein, alors on essaye de se la donner au niveau syndical CFDT. Si on veut répondre présent demain dans les débats extérieurs, on a intérêt à anticiper, et c'est ce qu'on a fait, je pense, aujourd'hui, par rapport en partant des besoins internes. Alors, une question, un peu réponse rapide. Au congrès CFDT, c'est tout récent, quelqu'un est intervenu, la secrétaire générale du syndicat de l'édition, je crois, en disant « le syndicalisme est mortel ». Donc, nous avons vu la rapidité, nous avons vu qu'on ne sait même pas prédire bien ce qui va se passer, donc tout un terrain d'incertitude, hein, sur les travails, sur les conditions de travail, sur les impacts. Est-ce que Marie-Lise, quand même, a nourri aussi des inquiétudes, hein, par rapport à un progrès qui n'est pas toujours convergent, les progrès technologiques et les progrès sociaux? Est-ce que le syndicalisme, en France, mais aussi ailleurs, hein, donc d'abord Anne peut-être répondre, est-ce que du point de vue de votre observation 37 pays dans le monde, est-ce que les syndicats est en déclin? Est-ce que le syndicalisme est menacé dans sa pérennité? Est-ce qu'il y a des choses à faire? On va parler d'innovation. Non, c'est sûr que du point de vue quantitatif, le syndicalisme est en déclin, parce qu'on a quand même malheureusement des chiffres, des données qui montrent ça. Après, je crois qu'avec la transformation numérique, mais aussi avec le changement climatique, il y a une possibilité, une opportunité pour des syndicats pour se renouveler, mais aussi pour faire des propositions justement qui sont liées à un développement économique inclusif, comme on a déjà dit. Et là, je crois qu'en commençant avec des plateformes, on a vu quand même une résurgence de plusieurs syndicats au sein des pays de l'OCDE
qui ont proposé des services aux travailleurs des plateformes, qui ont mené des actions juridiques contre certaines entreprises, etc. Et là, il avait déjà une attention médiatique plus grande. La même chose peut se passer aussi avec l'intelligence artificielle et avec la transformation numérique élargie. Je crois fortement, mais pour ça, je suis d'accord, il faut tout d'abord comprendre l'intelligence artificielle soi-même et la transformation. Il faut vraiment regarder des différentes échelles de développement, le déploiement, l'utilisation de l'intelligence artificielle. Il faut aussi voir que la formation, il faut, comme syndicat, à notre avis, c'est ce qu'on essaie de dire à tous nos membres, de ne pas parler que de la formation, parce que ça, c'est déjà fait, des gouvernements font ça déjà. Nous, on doit proposer d'autres réglementations et d'autres pas vers une transformation numérique pour des travailleurs. Et là, par exemple, on voit que même avec un niveau de compétences augmenté, des chiffres de l'OCDE montrent qu'il n'y a pas une augmentation des salaires, quand même. Et ça, c'est important d'avoir un dialogue social sur cela aussi. De dire, on a introduit de nouveaux systèmes numériques, on a proposé de nouvelles formations, ça c'est dans un cas idéal, disons, mais on n'a pas vu un changement par rapport au salaire, on n'a pas vu d'autres changements par rapport à la qualité du travail, etc. Je crois que c'est là le champ pour des syndicats où on peut faire quand même une différence et on peut aussi faire sortir des recommandations plus concrètes, et c'est ce qui se passe avec quelques syndicats déjà à l'OCDE. Donc du coup, je crois que ça, c'est plutôt le chemin qu'il faut prendre. Et aussi avec le changement climatique, il y a quand même là, il y a des propositions plus concrètes, il y a des fonds de transition, etc. Et ça, c'est quelque chose à repenser aussi pour la transformation numérique, parce que ça sont des fonds, des plans nationaux où des syndicats sont impliqués qui sont très ciblés, etc. Donc là, c'est une autre opportunité, je dirais. Eh oui, bon, donc un peu d'optimisme, Marie-Lise, sur la immortalité, au moins de la CFDT. Est-ce que j'ai le droit de répondre par oui ou non ou le syndicalisme est-il mortel, c'est ça? Mais est-ce qu'il est quand même il est en évolution, un gros quand même changement de cap, donc qui nous oblige d'être innovants, par exemple, ou pas où est-ce qu'on peut tenir les pas? Alors, il y a des formes de syndicalisme différentes, déjà à l'échelle internationale, à l'échelle européenne. Et en France, j'aime préciser qu'il y a aussi en France des syndicalismes. On a un peu tendance à parler du syndicalisme français. Est-ce que le syndicalisme, notamment en France, est mortel? Je pense que oui. Je pense que oui, mais il est indispensable et il est de toute façon nécessaire. Anna l'évoquait tout à l'heure. On voit des nouvelles formes d'emploi apparaître, des travailleurs avec de multiples statuts, ce qu'on appelle les hybrides ou les slatchers, qui sont à la fois salariés, auto-entrepreneurs, qui ont des activités nouvelles, qui ne sont pas dans un lien de subordination avec les plateformes, mais dans un lien économique. Et de toute façon, moi, je suis convaincue que tant qu'il existera une relation d'échange de force de travail contre une rémunération, quelle qu'elle soit, il y aura besoin de syndicalisme. Après, le syndicalisme, il est mortel parce que il est mortel s'il est, d'une part, incapable de regarder avec lucidité, et ça ne veut pas dire être en accord avec l'ensemble des mutations à l'œuvre, mais en tout cas ne pas se cacher
ou se mettre des œillères en se disant que rien ne doit changer et que tout peut rester comme aujourd'hui. Je pense que ça, d'une part, si on est sur cette considération, c'est extrêmement mortifère. Et il est mortel s'il se trompe de combat. Et quand je fais référence, tant qu'il y aura du travail, il y aura besoin de syndicalisme, c'est que le syndicalisme, il est aussi mortel lorsqu'il perd de vue ce pourquoi il est, par essence, il a été créé, il répond à des besoins, des demandes des travailleurs. Et pour terminer, je pense que on a nous une vision d'un syndicalisme dans l'entreprise, les administrations, dans les branches, dans les territoires, à l'échelle nationale, où chaque niveau a son utilité. Mais il faut, dans ce cadre-là, si on n'a pas un regard lucide sur la situation, on n'est pas en capacité de faire des propositions qui permettent d'avancer. Voilà. Alors aujourd'hui, on ne peut pas nier le fait que le syndicalisme, puisque c'est plutôt l'appellation générique, le syndicalisme est mis à mal, il est menacé. Moi, je suis persuadée que tant que la CFDT gardera son cap et son fil rouge de proximité avec les travailleurs, les salariés. Alors on dit les travailleurs puisque c'est un peu le vocable qu'on a adopté, c'est le vocable qu'on a décidé d'adopter au mois de juin, et que tant qu'on sera fidèle à notre histoire, à nos positions, à nos valeurs, et tant qu'on sera sur cette ligne d'ouverture, je pense que l'un des fléaux aujourd'hui, c'est d'un repli, comme sur beaucoup d'autres sujets dans la société, le repli sur soi. Je pense qu'on a, nous, toute l'énergie et la vitalité militante pour pouvoir passer ces transformations et ces mutations qui sont aujourd'hui extrêmement anxiogènes. Il ne faut pas le nier, mais à la fois pour les travailleurs que pour les militants. Mais moi, je suis résolument optimiste sur le fait que on restera. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Voilà.